cellulaire pensée au début de ce semestre 4, ce TD concerne les neurotransmetteurs et les neuropeptides dans le système nerveux central. Ces molécules chimiques très particulières vont être le langage utilisé par notre cerveau, ou plus exactement nos cellules nerveuses, pour communiquer entre elles. On va voir les différentes classes de ces molécules et nous allons différencier entre la classe des neurotransmetteurs classiques et une deuxième classe qui fait l'objet d'études récentes, à savoir la classe des neuropeptides. Ensuite, on va étudier une synapse particulière qui est la synapse dopaminergique. Enfin, on va voir comment des substances chimiques exogènes comme les drogues illicites, substances psychotropes, les antidépresseurs agissent sur cette synapse dopaminergique. On va voir que l'action de toutes ces substances exogènes concourt vers l'augmentation de la sécrétion de la dopamine, hormone ou neurotransmetteur responsable de la sensation du plaisir. Une parenthèse pour dire que la dopamine est sécrétée par des cellules qui se trouvent dans une structure cérébrale appelée le noyau accumbens, faisant partie du circuit de récompense. Ici, vous voyez le noyau accumbens et le circuit de la récompense, ici en violet. Ce circuit, bien entendu, contient d'autres structures de projection de ces neurones dopaminergiques. Je ferme la parenthèse. Et je reviens pour dire que cette augmentation de la dopamine créée par ces substances ou drogues exogènes crée un phénomène connu de dépendance. Ce phénomène, dont les conséquences sont très néfastes, très mauvaises sur la vie des individus. Alors, pour le rappel, à l'intérieur du cerveau, les informations circulent sous forme d'activité électrique, appelée un flux nerveux. Elles cheminent des dendrites, donc c'est la porte d'entrée, c'est les dendrites, au corps cellulaire où l'information est traitée. Ensuite, elles se propagent le long de l'axone pour arriver dans les zones de contact entre neurones, à savoir les synapses. Alors, au niveau des synapses, l'arrivée d'un potentiel d'action va augmenter la concentration du calcium intracellulaire, donc après ouverture des canaux calciques voltage dépendants. Suite à cela, le processus de migration et de libération du neurotransmetteur a lieu. Les molécules de neurotransmetteurs ensuite vont se fixer à leur récepteur spécifique et de l'autre côté, au niveau postsynaptique, un nouveau potentiel d'action va avoir lieu. Donc, il faut mettre l'accent sur une chose, c'est que, justement, donc ici, le message nerveux, il est d'abord électrique, il arrive au synapse, il devient chimique, ensuite il devient électrique. Donc, chaque neurone peut faire plus de 1000 synapses avec d'autres neurones. Et on a plus de 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Un petit calcul s'impose, ce qui veut dire que le cerveau humain contient environ 1000 milliards de synapses et que 1 millimètre cube de cortex en contient un demi-milliard. C'est dire combien est important et l'importance des synapses dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans les synapses? Il s'agit là d'une découverte. Les neurotransmetteurs ont été découverts en 1921 par le biologiste Otto Lewy, qui gagnera plus tard le prix Nobel pour son travail. Jusqu'alors, on croyait que la communication interneuronale entre les neurones était le fruit d'une communication électrique. Lewy a découvert que ce concept était faux, en démontrant que les neurones communiquent entre eux grâce à la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui, on a découvert plus de 60 types différents de neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est? Un neurotransmetteur est une substance chimique fabriquée par l'organisme et permettant aux neurones de transmettre l'influx nerveux entre eux ou entre un neurone et une autre variété de cellules de l'organisme, cellules musculaires ou glandulaires. Les neurotransmetteurs constituent donc le langage du système nerveux. Quand on est en colère, quand on a faim, on a envie de manger, quand on a une sensation douloureuse, quand on veut courir, marcher, quand on veut dormir, mais également la pensée, la réflexion sont les résultats de l'action de ces molécules. Par contre, il existe une autre variété de substances chimiques qui sont les neuropeptides. Ce sont des peptides qui classiquement n'avaient qu'une fonction hormonale au niveau périphérique, ont désormais aussi une action centrale. On a découvert qu'il existait ces substances qui classiquement étaient classées des substances hormonales qui agissaient par l'intermédiaire en passant dans la circulation sanguine. On a découvert que dans le cerveau, il y avait des récepteurs à ces substances chimiques et donc ils avaient une activité neuronale au niveau central. Donc, sécrété par un neurone exerce essentiellement une fonction neuromodulatrice, c'est-à-dire module l'action neuronale. Il agit en se liant généralement à un récepteur métabotropique. Il y a une protéine G. Une centaine de neuropeptides ont été identifiés. Ils interviennent dans la régulation du sommeil, de l'éveil, de l'émotion, de la douleur, l'apprentissage et la mémoire. Et très récemment, dans la production de lait chez
la femme après l'accouchement. Action des neurones à ocytocine sur la population neuronale à ocytocine. La plupart de ces neuropeptides est fabriquée par l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc c'est cette structure en jaune qui se trouve, c'est une glande qui se trouve en bas du cerveau. L'hypothalamus a de nombreuses fonctions. Il joue un rôle important dans la production d'hormones et autres, et aide à stimuler de nombreuses fonctions cardiaques. Il intervient dans l'accouchement, dans les cycles du sommeil, etc. Mais existe aussi dans l'hypophyse, une autre petite glande à côté de l'hypothalamus. Les glandes endocrines et le système digestif. Alors, quels sont les critères pour qu'une molécule soit considérée comme un neurotransmetteur? Pour être considérée comme un neurotransmetteur, une molécule doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être produite à l'intérieur d'un neurone. Elle doit être retrouvée dans ses boutons terminaux, libérée en quantité suffisante suite à une stimulation pour exercer une action sur l'élément postsynaptique. Cette libération doit être dépendante du calcium. Elle doit être inactivée de manière spécifique. Enfin, son application expérimentale sur le neurone postsynaptique doit avoir le même effet que lorsqu'il est relâché par un neurone. Alors, une petite remarque, la plupart des neurotransmetteurs identifiés dans le système nerveux sont loin actuellement de remplir ces 5 critères. Pourquoi? Existe-t-il un seul neurotransmetteur par neurone? Alors, ce qu'on sait maintenant, actuellement, c'est que de nombreux neurones contiennent plusieurs neurotransmetteurs, ce qu'on appelle la colocalisation. Localisation dans le même endroit. En général, un neurotransmetteur classique est un ou même plusieurs neuropeptides. Alors, quelles sont les grandes classes de neurotransmetteurs cérébraux? Alors, on va trouver plusieurs classes. Il y a d'abord la classe des neurotransmetteurs classiques. On va trouver l'acétylcholine, on va trouver des amines comme la sérotonine, les catécholamines comme l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Les 3 catécholamines ont le même précurseur, la tyrosine. Nous allons trouver l'histamine, on va trouver les purines. On va trouver aussi des acides aminés comme le glutamate, l'aspartate, le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, et on va trouver la glycine. Alors, la deuxième grande classe, c'est la classe des neuropeptides. On va trouver les opioïdes neurohypophysaires ou endorphines. On va trouver les tachinines, les sécrétines et les gastrines. Les autres médiateurs sont l'ATP, l'azote et les hormones. Alors, avant de voir un petit peu la localisation dans le cerveau de ces différents neurotransmetteurs, il convient de faire un petit rappel sur les différentes structures cérébrales. Alors, nous avons ici une coupe longitudinale du cerveau présentant la partie interne de l'hémisphère cérébral, Donc, nous avons ici la partie devant du cerveau, ensuite suivie du lobe frontal, d'accord? À l'opposé, nous avons la partie arrière, constituée du lobe occipital, d'accord? Alors, nous avons toutes ces parties-là qui correspondent au cortex cérébral. Nous avons cette partie-là qui constitue une structure profonde. Nous avons le cervelet ici en marron et nous avons le tronc cérébral, d'accord? Avec cette partie que l'on appelle la partie du mésencéphale. Alors, dans cette partie profonde, on va trouver différentes structures. Il y a le corps calleux, ici en jaune. Il y a les ventricules latéraux. Ces ventricules sont remplis de liquide céphalorachidien. Nous avons ici l'hippocampe. Nous avons cette partie-là qui correspond au thalamus. Cette partie-là qui correspond à l'hypothalamus. Là aussi, nous avons une autre glande, l'hypophyse, reliée à l'hypothalamus par la tige pupitaire. Nous avons ici la protubérance annulaire, dit du tronc cérébral. Et nous avons, dans toutes ces parties-là, le tronc cérébral, c'est la partie qui relie le cerveau à la moelle épinière. Alors, d'une manière schématique, on reprend. Donc, nous avons ici le cortex cérébral. Nous avons le corps calleux. Ici, nous avons le stome. Ici, nous avons le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse. Là, nous avons l'amygdale. Ici, nous avons l'hippocampe. Et ce noyau-là, dans le tronc cérébral, c'est l'ocus ceruleus, le cervelet, ici, en bas. Alors, pour voir un petit peu la localisation de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, par exemple, l'acétylcholine, on va la trouver dans cette partie-là. On va la trouver dans d'autres parties du cortex cérébral, mais dans cette partie inférieure du corps calleux, elle projette sur les aires de l'hippocampe. Alors, on sait que cette aire-là, cette structure-là, elle est impliquée dans le processus de la mémoire. Alors, en ce qui concerne la sérotonine, on va la trouver dans différents noyaux du tronc cérébral. Alors, au niveau des noyaux
du RAV, la partie supérieure va projeter sur tout le cortex et la partie inférieure va projeter sur les cellules ou les neurones de la moelle épinière. Alors ici, vous avez que l'hippocampe, donc structure impliquée dans la mémoire. Ce qui concerne le GABA, il est réparti partout dans le cortex cérébral, dans certaines structures profondes, il est présent dans 50% des neurones du cerveau et il a une action inhibée. On va voir ça par la suite. La dopamine, elle est sécrétée par des cellules qui se trouvent dans cette structure-là qui correspond à l'aire tegmentale ventrale. Donc, ces cellules à dopamine vont projeter sur une structure particulière qui est le noyau accumbens. Ils projettent sur les noyaux de la base. Les noyaux de la base, c'est des structures qui sont impliquées dans la motricité et ils projettent sur le corps frontal. D'accord? Alors, en ce qui concerne la synthèse des neurotransmetteurs et des neuropeptides, alors, il existe une différence dans le lieu de synthèse de ces différents neurotransmetteurs. En ce qui concerne les neurotransmetteurs classiques, leur synthèse ou la synthèse des acides aminés et des amines de ces neurotransmetteurs a lieu dans le cytosol, la partie liquide du cytoplasme de la terminaison nerveuse axonique. Donc, la synthèse se fait à ce niveau-là. Même si les précurseurs, les enzymes proviennent des ribosomes, ils vont être transportés, il va y avoir la synthèse dans la terminaison nerveuse. Ensuite, il y a le stockage du neurotransmetteur dans les vésicules synaptiques. Par contre, pour les neuropeptides, ils sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone au niveau des ribosomes. Ensuite, sont transportés, sont mis dans les vésicules et transportés dans la lumière du réticulum endoplasmique rugueux jusqu'aux terminaisons axonales par transport axonal. Donc, ils sont stockés dans les vésicules, dans le corps cellulaire. Ensuite, ils sont transportés vers la terminaison axonale. Alors, quelle différence? La différence entre les deux types de molécules n'est pas que chimique, mais aussi fonctionnelle. Un neurotransmetteur classique est libéré dans la fente synaptique et permet la conduction de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Le message est privé. On prend par exemple le GABA. Un neuropeptide est libéré dans un environnement neuronal et crée une ambiance chimique, influant sur le fonctionnement du neurone. Le message, entre guillemets, il est public. Exemple, les endorphines qui sont impliquées dans la douleur, dans la sensation de douleur, ils permettent l'atténuation de la douleur et une sensation plus agréable par la suite. Donc, schématiquement, la neurotransmission, c'est un neurone qui va stimuler un autre neurone, alors que la neuromodulation, c'est un neurone qui va stimuler plusieurs neurones à la fois, une population de neurones. Alors, quels sont les autres médiateurs? Nous avons l'adénosine et l'adénosine triphosphate, l'ATP, ce qu'on appelle la molécule de l'urgence, surtout dans le cœur qui manque d'oxygène. Quand il y a un problème, un infarctus, le cœur qui manque d'oxygène, elle va induire une bradycardie, c'est-à-dire un ralentissement des battements pour pallier à ce manque d'oxygène. Le monoxyde d'azote présent dans les neurones aussi, dans la glie, dans l'endothélium vasculaire, ce gaz du sang qui diffuse rapidement à travers les membranes joue un rôle certain dans les phénomènes liés à l'ischémie dans un vaisseau sanguin, c'est-à-dire quand une artère, par exemple, est bouchée, à la potentialisation synaptique à long terme dans le processus de mémoire. Donc, les synapses vont pouvoir travailler plus longtemps. Et dans la plasticité neuronale, alors qu'est-ce que c'est que la plasticité neuronale ou neuroplasticité? C'est-à-dire la capacité du système nerveux à se modifier sur le plan fonctionnel que structurel. Autrement dit, la neuroplasticité est la capacité du système nerveux à répondre à des stimuli intrinsèques ou extrinsèques en réorganisant sa structure, ses connexions et sa fonction. La plasticité neuronale est nécessaire pour que les réseaux neuronaux acquièrent de nouvelles propriétés fonctionnelles, mais aussi pour que des connexions cérébrales suffisantes continuent à se produire. La plasticité participe à la formation du réseau neuronal lors du développement et de l'acquisition de nouveaux comportements moteurs ou d'apprentissage que nous réalisons au cours de la vie. La plasticité, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, il va y avoir de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux qui vont se former. Alors, les autres médiateurs, les hormones, sont libérés dans la circulation sanguine et sont distincts des neurotransmetteurs. Néanmoins, il existe des récepteurs hormonaux dans le cerveau. La mélatonine, une hormone sécrétée par les vis, présente un cycle de sécrétion lié à l'éclairement. Et des récepteurs à la mélatonine sont identifiés dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Alors, on va voir la voie de biosynthèse des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline et la dopamine, parce qu'ils ont la même voie de biosynthèse. Donc, à partir d'un précurseur commun, la tyrosine, sous l'effet de la tyrosine 3-hydrogaz, on va obtenir la dopa. La dopa, sous l'effet de la dopa-décarboxylase, va donner la dopamine. La dopamine, sous l'effet de la dopamine bêta-hydroxylase, nous donnera la noradrénaline. Et pour l'adrénaline, la noradrénaline va donner l'adrénaline
adrénaline sous l'effet de la phényléthanolamine N-méthyltransférase. Alors, le mode d'action des neurotransmetteurs, pour le rappel, on l'a vu dans le cours, quand la dépolarisation arrive à la terminaison synaptique, elle va nous permettre l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants et une entrée massive de ces AT+ va se produire, ce qui va être à l'origine du processus de la migration et de l'exocytose des vésicules synaptiques. Ensuite, il y aura la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique, suivi de la fixation du neurotransmetteur sur le récepteur postsynaptique. Il peut être ionotropique ou métabotropique. Vous connaissez maintenant la différence. On l'a vu dans le cours. Ionotropique, c'est-à-dire que le récepteur il est fixé directement sur la protéine canal, et métabotropique, c'est le récepteur est fixé sur une protéine liée à une protéine G qui va entraîner une cascade de réactions métaboliques qui va ouvrir un canal qui est plus loin. Ensuite, il y a l'arrêt du signal et le neurotransmetteur qui reste dans la fente synaptique, soit il est dégradé, soit il est recapé, dégradé suite à l'intervention d'enzymes de dégradation, ou recapé et remis à l'intérieur de l'élément présynaptique. Soit il diffuse dans la circulation hors de la fente synaptique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les drogues ne provoquent pas de la même façon l'élévation du taux de neurotransmetteurs dans le cerveau. Quand je dis drogue, toute substance, médicament, substance chimique qui est une substance de synthèse, qui n'est pas fabriquée par l'organisme. Alors, certaines substances imitent les neuromédiateurs naturels et donc se substituent à eux dans les récepteurs. Par exemple, la morphine s'installe dans les récepteurs à endorphine et la nicotine va s'installer, va se lier dans les récepteurs à acétylcholine. Alors, certaines substances augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel. La cocaïne, par exemple, augmente surtout la présence de dopamine dans les synapses et l'ecstasy, surtout celle de la sérotonine. Certaines substances bloquent un neuromédiateur naturel, par exemple l'alcool bloque les récepteurs nommés NMDA, glutamatergique, qui est le glutamate est un neurotransmetteur excitateur, on verra ça plus loin. Et les récepteurs NMDA, on va voir ce que c'est. Alors, les récepteurs NMDA sont appelés ainsi parce qu'ils sont activés par une substance qu'on appelle la N ou le N-méthyl-D-aspartate, un agoniste de synthèse très puissant du glutamate. Il s'agit d'un récepteur canal qui s'ouvre lors de la fixation du glutamate. Elle laisse entrer les ions Na+ et surtout CA2+. La réponse des récepteurs NMDA est plus lente que celle des récepteurs non NMDA. Il existe des récepteurs qui ne sont pas NMDA. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux central. Alors, quelle est l'action des drogues et comment s'opère l'action des drogues sur le cerveau? Alors, différents points d'impact des substances pharmacologiques agissant sur la transmission synaptique. Alors, dans le processus de neurotransmission, nous avons l'étape du potentiel d'action qui arrive dans la terminaison synaptique. Nous avons l'étape 2 qui correspond à l'entrée de calcium dans l'élément synaptique. Nous avons l'étape de synthèse du neurotransmetteur grâce aux enzymes de synthèse et grâce aux précurseurs. Nous avons l'étape du stockage du neurotransmetteur. Nous avons l'étape de la libération du neurotransmetteur, du contenu des vésicules synaptiques. Nous avons l'étape du processus ou des enzymes de dégradation qui vont dégrader le neurotransmetteur qui va rester dans la fente synaptique. Nous avons le processus de recapture du neurotransmetteur. Ça, c'est l'étape suivante. Et nous avons l'étape de la fixation du neurotransmetteur sur leur récepteur qui se trouve au niveau postsynaptique. Alors, les drogues vont agir dans n'importe quelle étape de cette processus de neurotransmission. La prise de n'importe quelle drogue ou substance pharmaceutique a pour but avant tout de procurer une sensation de plaisir, de bien-être. Cette sensation commune à toutes les drogues s'explique par un mode d'action commun au niveau du cerveau. Les drogues provoquent toute une augmentation de la dopamine, substance responsable de la sensation de plaisir. Alors, les neurones libérants de la dopamine se situent entre autres dans une région, je l'ai dit tout à l'heure, localisée à la base du cerveau que l'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Dans les projections se terminent entre autres sur une autre structure appelée noyau accumbens. Ces structures et leurs projections sont appelées circuits de récompense. La dopamine libérée va exciter les neurones du cortex responsables de l'élaboration de la sensation de plaisir. Après avoir
agit au niveau de la synapse, la dopamine est recapturée par le neurone qui l'a libérée pour pouvoir servir à nouveau par la suite. Alors pour le rappel, le noyau accumbens, c'est ce noyau-là, d'accord, et le noyau accumbens. Alors le circuit de la récompense, c'est celui-là, bien entendu, c'est ce circuit-là qui projette sur le noyau accumbens. Alors pour le rappel, comment dans la synapse dopaminergique, quand l'influx nerveux arrive dans la terminaison synaptique, il va y avoir la libération de la dopamine dans la synapse, la pente synaptique. Alors ensuite, des molécules de dopamine vont se fixer sur le récepteur au niveau du neurone suivant. On va prendre par exemple au niveau du cortex. Cette fixation entraîne l'excitation du neurone suivant à l'origine de la sensation de plaisir. Et donc après leur action, les molécules de dopamine sont recapturées par le neurone à dopamine. Alors comment cette libération de la dopamine, elle est régulée, elle est modulée. Elle est modulée naturellement par le GABA. Le GABA régule la quantité de dopamine libérée. Il inhibe, il freine la libération de la dopamine, mais d'autres substances naturellement fabriquées par le corps, comme les encéphalines ou les endorphines, sont des neuropeptides dont l'action est modulatrice, peuvent venir freiner l'action des neurones inhibiteurs GABA en cas de douleur. Résultat, si les neurones à dopamine ne sont plus inhibés par le GABA, ils libèrent alors plus de dopamine dont l'action va atténuer la douleur ressentie. Alors, comment s'opère l'augmentation de la dopamine par les drogues? Alors, on va voir un petit peu la localisation de l'action de chaque drogue. On va voir que, par exemple, les substances opioïdes, donc la morphine, par exemple, le cannabis, l'alcool, ont une action inhibitrice du neurone à GABA. Et on sait que le neurone à GABA, il a une action inhibitrice sur le neurone à dopamine. Donc, résultat, l'action de ces substances ou ces drogues va concourir vers quoi? Vers l'augmentation de la libération de dopamine et donc l'excitation des neurones du cortex. Alors l'alcool, la nicotine, ils ont aussi une action qui concourt vers l'augmentation, la cocaïne aussi, vers l'augmentation de la sécrétion de la dopamine. Alors chaque drogue a son propre mode d'action. L'alcool, il va permettre le blocage de la monoaminoxydase. La monoaminoxydase, c'est l'enzyme responsable de la dégradation de la dopamine, entre autres. Les amphétamines, ce sont des psychotropes, des drogues qui vont augmenter la libération de la dopamine par blocage de sa recapture. Le cannabis va augmenter la libération de dopamine en agissant directement sur le GABA. Et on sait, je viens de le dire, que le GABA, il est naturellement à une fonction inhibitrice du neurone à dopamine. La cocaïne va permettre le blocage de la recapture de la dopamine. Et la nicotine va stimuler directement les neurones dopaminergiques en se fixant sur les récepteurs nicotiniques présents à l'espace du neurone dopaminergique. Alors, les opiacés ou les opioïdes ont une action inhibitrice des neurones GABA et GABAergiques et ces derniers ont une vocation d'inhiber les voies dopaminergiques. Donc, toutes ces drogues concourent vers quoi? Vers l'augmentation de l'effet dopaminergique. Le mode d'action de l'alcool, plus précisément, l'alcool passe directement du tube digestif au vaisseau sanguin en quelques minutes. Le sang le transporte dans toutes les parties de l'organisme, y compris le cerveau. L'alcool a des effets à plusieurs niveaux sur les neurones. Il modifie leur membrane ainsi que certains de leurs canaux ioniques. Il agit sur les enzymes et les récepteurs. L'alcool se lie d'ailleurs directement sur les récepteurs de l'acétylécholine, de la sérotonine, du GABA et les récepteurs NMDA du glutamate. L'effet de l'alcool sur une synapse au GABA. L'alcool inhibe le neurone GABA. Cette inhibition a pour effet de lever la modulation ou l'inhibition du neurone GABA sur le neurone dopaminergique. D'où l'effet sédatif de l'alcool. Cet effet est accentué par une réduction du pouvoir excitateur du glutamate sur le récepteur NMDA en présence d'alcool. Maintenant, il est désormais établi que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, sauf les benzodiazépines, médicaments, ce sont des médicaments psychotropes, augmentent la libération des neuromédiateurs, la dopamine, dans une zone précise du cerveau, le noyau accumbens. Alors, comme je vous l'ai dit, le noyau accumbens, c'est ces structures-là. Et voilà, il existe d'autres drogues neurotoxiques. Nombreuses drogues possèdent également des propriétés neurotoxiques. Les neurones sont abîmés par ces substances. La substance active de l'ecstasy, en particulier la MDMA 3,4-méthylène-dioxy N-méthylamphétamine, détruit de manière irréversible des neurones du cerveau et dès la première vie. Alors voilà, vous avez ici une structure, toutes les structures du cerveau et avec bien sûr le circuit de
fréquence et les différents autres circuits dont vous pouvez le voir vous-même. On va voir quelques pathologies associées à des problèmes liés aux neurotransmetteurs. Alors, une pathologie, c'est une science qui étudie la maladie et son origine. Chaque neurotransmetteur est présent dans des structures bien précises du cerveau et assure une ou des fonctions particulières. Alors, vous avez le tableau sur la fiche synthèse que vous avez avec ce diaporama. Or, le déficit, un niveau bas, ou l'excès, un niveau élevé d'un neurotransmetteur dans le cerveau entraîne une pathologie. On va prendre le cas de l'acétylcholine. L'acétylcholine est un excitateur ou inhibiteur au niveau central, impliqué dans le processus de mémorisation d'un souvenir. Son déficit est lié à la maladie d'Alzheimer. Le cas du GABA, dans le cortex cérébral, le GABA a une fonction inhibitrice, empêchant que nous nous surexcitions afin d'éviter des réactions comme l'anxiété ou la peur. Donc, le GABA favorise le calme et la relaxation. Il diminue la tonicité musculaire, ralentit le rythme cardiaque, réduit les convulsions de l'épilepsie, ainsi que les spasmes, les contractions musculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Il est impliqué dans le processus d'anxiété. L'anxiété, c'est une sensation normale. Selon les circonstances, elle peut revêtir des formes différentes, de la simple inquiétude à l'angoisse. Mais un déficit, un niveau bas de GABA entraîne des troubles de l'anxiété et son absence totale est liée à des épisodes épileptiques. Des niveaux bas de GABA peuvent produire des maladies à part entière, la phobie, l'attaque de panique, des troubles obsessionnels compulsifs, différents problèmes. Le cas de la dopamine. La dopamine est la molécule du plaisir, des sensations de relaxation. La dopamine intervient dans la régulation de la mémoire, dans l'apprentissage, les prises de décision, la motivation et la curiosité. Son déficit dans le cerveau entraîne un déficit d'attention et l'hyperactivité, qu'on appelle le syndrome TDAH. Son déficit entraîne aussi des troubles bipolaires dans leur phase maniaque. Le déficit entraîne aussi la maladie de Parkinson, une maladie liée à la motricité. Par contre, son excès provoque la schizophrénie. Alors, qu'est-ce que c'est que la maniaco-dépression? La maniaco-dépression est connue depuis l'Antiquité, mais c'est le psychiatre allemand Kraepelin qui, à la fin du 19e siècle, a décrit les symptômes de façon plus systématique. De nos jours, les spécialistes préfèrent envoyer l'expression troubles bipolaires pour effacer le sens péjoratif et les préjugés associés au mot maniaque. Le peintre Vincent Van Gogh et l'écrivain Ernest Hemingway ont souffert de maniaco-dépression. On parle de maladie bipolaire pour définir des variations importantes d'humeur. Le pôle haut, appelé phase maniaque, est caractérisé par une euphorie et une hyperactivité, et le pôle bas est une phase dépressive. On se balance en deux écrans. Voilà.